Il existe un article dans la Constitution française qui permet au gouvernement de faire passer une loi sans vote parlementaire. Un simple paragraphe qui transforme la démocratie en fiction, qui réduit des centaines de députés élus au silence, qui peut bouleverser la vie de millions de Français sans que leurs représentants n'aient leur mot à dire. Cet article porte un nom technique, presque bureaucratique, l'article 49, alinéa 3, mais son impact sur la République française est tout sauf anodin. Depuis 1958, il a été utilisé plus de 100 fois, et à chaque fois, c'est un peu plus de démocratie qui s'évapore dans les couloirs de l'Assemblée nationale. L'histoire commence en 1958, dans les décombres de la 4e République. La France sortait d'une période chaotique où les gouvernements tombaient comme des dominos, incapables de tenir plus de quelques mois face à des coalitions parlementaires instables. L'instabilité était devenue la norme et le pays avait besoin d'un remède. C'est dans ce contexte qu'un homme politique peu connu aujourd'hui, Robert Lecour, alors ministre de la Justice, proposa un mécanisme qui allait changer le visage de la République. Son idée était simple mais radicale, donner au Premier ministre le pouvoir d'imposer une loi en mettant son gouvernement en jeu. Si les députés voulaient bloquer la loi, ils devraient renverser tout le gouvernement par une motion de censure. Un pari politique audacieux qui transformait chaque désaccord législatif en crise de régime. Le général de Gaulle et Michel Debré, les architectes de la Ve République, ont intégré cette idée dans la nouvelle Constitution. Leur objectif était noble en apparence, mettre fin à l'instabilité chronique et permettre au gouvernement de gouverner. Mais dans les faits, ils ont créé une arme constitutionnelle qui permet à l'exécutif de court-circuiter le législatif, de transformer le débat démocratique en ultimatum. L'article 49.3 n'était pas conçu pour faciliter le dialogue, mais pour l'étouffer. Il ne cherchait pas à construire des consensus, mais à les imposer par la menace. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Michel Rocard, Premier ministre entre 1988 et 1991, détient le record avec 28 utilisations du 49.3, 28 fois où le Parlement s'est vu imposer des lois sans pouvoir voter. Édith Cresson l'a utilisé 8 fois, Pierre Bérégovoy 3 fois, Raymond Barre 8 fois également. Ces premiers ministres gouvernaient avec des majorités relatives, certes, mais est-ce une excuse pour contourner systématiquement le débat parlementaire ? La démocratie ne devrait-elle pas justement s'exercer dans ces moments de fragilité politique, où la nécessité du compromis et de la négociation devient essentielle ? Puis est venue l'ère moderne. Manuel Valls l'a utilisé 6 fois entre 2015 et 2016, notamment pour faire passer la loi Macron et la loi El Khomri. 2 réformes profondément impopulaires qui ont déclenché des manifestations massives. Le gouvernement avait pourtant une majorité à l'Assemblée, mais il a préféré écraser sa propre majorité plutôt que de négocier avec elle. Édouard Philippe a fait de même en 2020 avec la réforme des retraites, déclenchant le 49.3 pour éviter un débat qui aurait pu durer des mois. La pandémie a finalement suspendu cette réforme, mais le mal était fait, l'exécutif avait une fois de plus démontré son mépris pour le processus démocratique. Mais c'est Elisabeth Borne qui a porté le 49.3 à un niveau historique. En 20 mois seulement, entre 2022 et 2023, elle l'a utilisé 23 fois. 23 fois. Elle a battu tous les records, faisant de ce mécanisme exceptionnel une pratique routinière. Son gouvernement ne disposait que d'une majorité relative après les élections de 2022, ce qui rendait chaque vote incertain. Plutôt que de construire des coalitions, de négocier avec l'opposition, de chercher des compromis, Borne a choisi la voie autoritaire. Le point culminant est arrivé le 16 mars 2023, lorsqu'elle a déclenché le 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. 78% des Français étaient opposés à cette méthode, selon un sondage de l'IFOP. Les rues se sont embrasées, la place de la Concorde est devenue un champ de bataille, mais le gouvernement n'a pas cédé. La loi est passée sans vote, et avec elle, un peu plus de la légitimité démocratique du régime s'est effondrée. La réforme constitutionnelle de 2008 avait pourtant tenté de limiter les dégâts. Désormais, le 49.3 ne peut être utilisé qu'une seule fois par session parlementaire, sauf pour les lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Mais cette restriction s'est révélée illusoire. Les gouvernements ont simplement concentré leurs abus sur les budgets, les textes les plus importants pour le fonctionnement du pays.
Le résultat? Le 49.3 est devenu l'outil de prédilection pour les réformes les plus controversées, celles qui touchent directement au portefeuille et au quotidien des Français. Et puis, en décembre 2024, l'impensable s'est produit. Michel Barnier, Premier ministre depuis à peine 3 mois, a déclenché le 49.3 pour faire passer le budget de la sécurité sociale pour 2025. Mais cette fois, la stratégie a échoué. Le nouveau Front populaire a déposé une motion de censure et le Rassemblement national a décidé de voter avec la gauche. 331 députés ont voté pour renverser le gouvernement. C'était la première fois depuis 1962 qu'une motion de censure réussissait. Et surtout, c'était la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un gouvernement tombait directement à cause du 49.3. Barnier a dû démissionner après seulement 90 jours à Matignon, le mandat le plus court depuis 1958. Cette chute spectaculaire révèle la faillite du système. Le 49.3 n'est plus un outil de stabilité, il est devenu un instrument de chaos. Il ne protège plus les gouvernements, il les expose. Il ne facilite plus le travail législatif, il le bloque. Chaque fois qu'un Premier ministre y recourt, il admet implicitement son incapacité à convaincre, à négocier, à gouverner démocratiquement. Le 49.3 est l'aveu d'un échec politique, l'admission que le dialogue a échoué et que seule la force brute peut imposer la volonté de l'exécutif. Les critiques fusent de tous bords. François Hollande, qui n'a jamais hésité à le défendre quand il était au pouvoir, l'a qualifié de brutalité et de déni de démocratie lorsqu'il était dans l'opposition. Manuel Valls, après l'avoir utilisé 6 fois, a déclaré être prêt à le supprimer purement et simplement, reconnaissant enfin ses effets pervers. Même Michel Rocard, qui détient le record d'utilisation, a fini par admettre que ce dispositif n'était légitime que pour les premiers ministres sans majorité, accusant ceux qui en abusent de brutaliser leur propre camp. Le 49.3 n'a pas détruit la démocratie française en un jour. Il l'a érodée progressivement, utilisation après utilisation, jusqu'à ce que le Parlement devienne une chambre d'enregistrement plutôt qu'un lieu de débat. Il a transformé les députés en spectateurs de leur propre impuissance, réduits à regarder le gouvernement leur imposer des lois qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de voter. Il a creusé un fossé entre les citoyens et leurs représentants, alimentant le sentiment que la démocratie n'est qu'une façade, que les élections ne servent à rien, que les décisions sont prises ailleurs, dans les cabinets ministériels et les salles du Conseil des ministres. Aujourd'hui, la France se trouve à un carrefour. La censure du gouvernement Barnier a montré que le 49.3 n'est plus invincible, que les députés peuvent se rebeller, que le peuple peut reprendre la main. Mais la question demeure, combien de temps encore tolérerons-nous un système qui permet à une poignée de ministres de dicter leurs lois sans débat, sans vote, sans démocratie? L'article 49.3 a peut-être été conçu pour sauver la République de l'instabilité, mais 66 ans plus tard, il est devenu sa plus grande menace. La stabilité qu'il promet n'est qu'une illusion, et le prix à payer est la mort lente de la démocratie parlementaire française.